up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Micro Ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. J'ai même pas besoin de présenter la personne qui est à ma gauche, ma droite, enfin on verra bien. Vous la connaissez, hein. En plus de cela, elle a une chaîne YouTube qui porte son prénom et son nom. C'est Romain Rimbaud qui était déjà venu 4 fois pour nous parler de David Cronenberg. On avait fait une belle émission, me semble-t-il, sur quelques films comme ça de Cronenberg. C'était la première fois. En plus, après, je crois que c'était sur The Prestige, qui n'était pas du tout prévu, mais comme on avait parlé de ce film pendant l'émission sur Cronenberg, donc on s'est dit pourquoi pas. Il y avait aussi une émission sur Dario Argento, et puis la dernière en date, c'est sur The Thing de Carpenter. D'ailleurs, on parlera de Carpenter à la fin de l'émission, vous comprendrez pourquoi. Donc, Romain Rimbaud, je répète, enseignant en philosophie et en cinéma, magicien aussi. D'ailleurs, je vous invite à regarder la fin de l'émission sur The Prestige. Il y a une surprise et je trouverais ça juste génial et qui pourrait en même temps donner une espèce d'aperçu de comment il voit le film. Ça, c'est aussi passionnant. Et il a sa propre chaîne YouTube. Allez la voir, je le dis souvent. Il y a même d'ailleurs une émission sur le film que nous allons parler aujourd'hui, qui s'appelle Les Crimes du futur, le dernier film de Cronenberg, son 22e film en date. Et donc voilà, la chaîne YouTube de Romain est dans le descriptif de cette vidéo, donc parcourez, allez-y, et voilà. Comment vas-tu, Romain? Ça va très très bien, très bien. Et je suis très heureux de revenir discutailler avec toi. Alors, comme d'habitude. Malheureusement, et ça je le dis d'emblée, et je m'en excuse, il s'est avéré que, voilà, suite à certaines situations d'ordre, logistique compliquée, je n'ai pas pu voir Les Crimes du futur. Mais j'avais très envie de t'entendre en parler parce que je sais que le cinéma de Cronenberg est un cinéma qui te sensibilise énormément. Et puis, je ne savais pas quand est-ce que j'aurais l'occasion de voir ce film. Et je voulais absolument qu'on en parle là, maintenant, avec toi, plutôt que de t'écouter. Donc, il y a quand même j'ai pas mal de questions à te poser là-dessus, effectivement, et je te prie donc de bien vouloir m'excuser et merci d'avoir accepté cette situation qui est effectivement un peu compliquée. Voilà. Alors, je ne vais pas te demander est-ce que tu l'as aimé ou est-ce que tu ne l'as pas aimé. Ce serait, je pense qu'on va très vite avoir la réponse dans les quelques minutes qui suivent. Mais juste la première question, très simple et très basique. Est-ce que, parce que quand même, il faut savoir une chose, c'est que cela faisait 7 ans qu'il n'avait pas fait de film. Son avant-dernier film, c'est Maps to the Star, c'était un accueil mitigé. Il avait fait avant Cosmopolis, qui était aussi... c'était une partie... Ces deux films sont très particuliers. Est-ce que Les Crimes du futur, c'était un film que tu attendais avec impatience ou... Voilà. Comment tu le voyais? Comment tu le sentais, ce film? Avec impatience quand même, parce que dans tous les cas, même si dans le podcast qu'on avait fait, l'échange qu'on avait fait sur Cronenberg globalement, je crois que je t'avais dit, moi, la fin de carrière, en tout cas à l'époque, la fin de carrière de Cronenberg, qui était Maps to the Stars, alors que je n'avais pas encore vu d'ailleurs à l'époque, que j'ai vu entre-temps, et Cosmopolis avant, c'est des films qui m'ont complètement perdu en fait. Cronenberg m'a complètement largué à ce moment-là, je ne sais pas du tout où il voulait aller. Alors effectivement, Cosmopolis, ça est dans cette volonté de vouloir adapter des trucs inadaptables. En même temps, De Lillo, et avant, il avait adapté notamment Le Festin nu aussi, qui étaient des œuvres réputées inadaptables, pareil pour Crash. Donc, tous ces trucs-là, effectivement, ça allait un petit peu dans sa démarche, j'allais chercher la difficulté, si on peut dire, en gros. Mais je n'arrivais pas à voir du tout où il allait, vraiment. Et Maps to the Stars, en fait, l'ayant vu entre-temps, m'a complètement paumé. Donc, voyant en fait ce truc-là arriver, j'avais une grosse impatience parce que c'était Cronenberg, j'avais des craintes parce que c'était Cronenberg, mais je ne savais pas trop ce qu'il allait en faire. Et au vu des premières bandes annonces que j'ai pu voir, il y avait quelque chose quand même qui me donnait envie, qui quand même m'a titillé quand même, parce que j'avais cette impression. Alors, Les Crimes du futur, ça faisait directement écho à son deuxième moyen métrage, qui s'appelait Crimes of the Future, on va le faire à l'anglaise pour le vieux, qui est de 70, et qui est un film que moi j'aime bien, qui est très expérimental, qui est très abstrait. Et donc, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. C'est un truc qui. Au début, je ne savais pas d'ailleurs pas trop, c'était pas très clair, c'était un remake, quelque chose. C'était très étrange. Puis finalement, il a assez vite posé le fait que c'était pas un remake, que c'était autre chose. Alors, il y a des points en commun, quand même, avec le film de 70. Mais pour le coup, voilà, j'avais quand même cette attente-là, ce retour à quelque chose. Et puis, après, mon annonce qui posait quand même ce type de retour à la SF, à du body horror aussi dans un second temps, c'est un peu plus clair.
Ça m'a titillé et donc j'avais quand même une grosse attente dessus, à tel point que je suis allé Day One quand il est sorti parce qu'il fallait absolument que je le voie. Donc, mine de rien, c'est que j'avais quand même une hype suffisante, j'ai pas attendu. Tu n'as pas entendu. De quoi parle ce film exactement? Alors, en fait, c'est assez simple et en même temps compliqué de résumer la chose. L'idée, c'est qu'on suit donc un artiste, un performeur qui fait de la performance artistique, qui a un souci, on va dire, de santé dans une certaine mesure, puisqu'il a des organes qui lui poussent de manière aléatoire, on va dire, des organes inutiles qui poussent à l'intérieur de son corps. Et pour le coup, ces organes, il en fait l'ablation, mais il le fait lors de performances artistiques. Donc il a sa compagne, donc interprétée par Léa Seydoux, qui l'aide dans ses performances. Il se met dans une sorte d'énorme sarcophage, qui s'appelle le Sarc, justement, dans lequel il y a des sortes de bras à la fois mécaniques, insectoïdes, donc avec un biologique et de métal, qui lui font l'ablation. Elle le contrôle à distance avec une sorte de pod qu'elle a sur son ventre, qui ressemble beaucoup au pod d'Existence, Mhm. et avec lequel voilà, elle va lui faire en public. Pour le coup, vous avez tout un public fasciné autour qui filme les séances, et on lui retire ses organes aberrants qu'on met, il parle de tumeur artistique, et ça c'est un concept qui était déjà là dans le premier Crimes of the Future à la base, où il y avait un personnage, il y avait une séquence qui durait peut-être 2-3 minutes, qui était très très courte au milieu du film, dans lequel vous avez un patient qui déboulait, ça se passait dans une clinique de la peau, et ce patient avait des sortes de tumeurs qui s'appelaient tumeurs créatives, des organes qui poussaient et qui remettaient dans une sorte de petits bocaux. Il y avait une séquence où on voyait ce personnage se faire, alors pas retirer, mais on voyait qu'on faisait une sorte d'inventaire de ces organes un peu étranges dans des bocaux. Donc c'est ça l'idée de base, et derrière cette performance-là, lui, il ne sait plus d'ailleurs, il se retrouve un moment de sa carrière, dans ses performances, où il est un peu perdu, il ne sait pas trop quoi faire, il ne sait pas quoi faire de plus que ce qu'il est en train de faire actuellement. Et donc, il est en recherche, il est en quête de quelque chose, en quête d'une nouvelle performance. Et ça va coller pile au moment où il y a un homme un peu mystérieux qui arrive, qui vient le voir et qui lui dit qu'il aimerait qu'il fasse une performance, mais sur le corps de son fils, qu'il fasse une autopsie de son fils en public, fils qui est donc décédé depuis peu. Et ça, c'est la séquence d'introduction. On voit une mère tuer son fils parce que son fils se met à manger une corbeille, enfin une poubelle en plastique, et qu'il dévore la corbeille en plastique, et sa mère finit par le tuer. Et donc c'est cet enfant duquel cet homme un peu étrange demande au performeur, donc qui est interprété par Viggo Mortensen, de faire une performance artistique sur son corps. Parce qu'il se révélerait qu'à l'intérieur, il y a un grand secret. Voilà, pour rester très très vague pour l'instant. Selon toi, pourquoi David Cronenberg a voulu raconter cette histoire, a voulu la filmer, selon toi? Alors, ça va être un peu bateau ce que je vais dire, parce que je pense que c'est un peu fondamentalement tout ce qui a été dit un peu partout dans les critiques que j'ai pu lire ça et là, et en même temps, ça a été dit partout parce que je pense qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose d'objectivement assez facile à constater. Pour moi, c'est fondamentalement un film bilan, c'est un film, alors, ça a été dit partout, hein, donc je vais prendre vraiment une appellation ça testamentaire. Même s'il n'a pas fini sa carrière, puisque Cronenberg a déjà annoncé son prochain film, donc c'est pas terminal en tant que tel, mais je pense qu'il y a ce moment de bilan, il y a ce moment de synthèse au sens dialectique du terme, si on prend la dialectique chez Hegel, hein, de conciliation, de dépassement des opposés. Parce que moi, je trouve que ce film-là, c'est fondamentalement un petit peu la troisième partie, comme Carpenter a sa trilogie d'Apocalypse avec The Thing, Prince des Ténèbres et L'Entre de la Folie. Moi, je trouve qu'avec Vidéodrome, Existence et Les Crimes du Futur, on a quelque chose qui est de l'ordre d'un triptyque. Et comme toute démarche dialectique chez Hegel se fait en 3 temps, je trouve que ça fonctionne très très bien. Il y a cette idée voilà, de clore quelque chose et d'ouvrir sur autre chose. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu ce moment d'errement. Je sais que Cronenberg avait dit à un moment donné de sa carrière qu'il voulait arrêter de faire de la SF, de l'horreur. Il considérait avoir fait tout le tour de la question. Et je trouve que c'est très humble de sa part et finalement assez courageux de dire j'arrête, je pense que j'ai fait le tour du truc, je ne vais pas aller plus loin, je vais m'arrêter quand il faut s'arrêter. Et finalement, je trouve que c'est intéressant, je pense qu'il a eu soudainement le besoin de refaire quelque chose là-dessus, de revenir à ça. Mais il revient un petit peu fort de toute sa carrière et pourquoi pas de ses errements, parce que le film, il a ce côté très synthétique, c'est-à-dire qu'effectivement, il fait référence directement à Crimes of the Future, donc c'est son deuxième moyen. Il y a des éléments de toute sa carrière, on retrouve des choses qu'on retrouve par exemple dans Vidéodrome, ça c'était dans la bande-annonce, ça il me semble, il y a un personnage, le personnage de Viggo Mortensen, à un moment donné, on lui pose une sorte de fermeture éclair sur le ventre, qui permet d'accéder à ses organes. Il y avait une séquence où Léa Seydoux léchait cette fermeture éclair dans le trailer, il me semble. Donc il ramène énormément à cet orifice qui s'ouvre dans le ventre de James Wood dans Vidéodrome et qui permet d'intégrer les cassettes. Il y a ces pods un petit peu étranges qu'on enfonce ça et là. Il y a le pod qui permet de contrôler dans Existence. Là, il y a l'idée au tout début, il y a des sortes
de moments où on va rentrer dans le ventre de Viggo Mortensen avec des sortes de câbles qu'on rentre dans les trous qu'il y a dans le vide. Il y a ce pod que manipule Léa Seydoux qui permet de manipuler les bras mécaniques, biomécaniques, si je puis faire un petit coup d'œil à, comment ça s'appelle, à Giger, parce qu'il y a quelque chose de très gigerien aussi visuellement dans le design du sarcophage. Et donc il y a toutes ces choses-là, il y a un peu de crash aussi, parce qu'il y a tout un questionnement sexuel qui est aussi très très posé, même si le film finalement ne montre aucune scène de sexe à proprement parler. Mais bon, ce qui était dit dans la bande-annonce, hein, c'est l'idée que la chirurgie est un peu le nouveau sexe. Mais je trouve que voilà, ça permet de clore et d'amener vers autre chose un petit peu ce que j'appellerais un petit peu son triptyque de la nouvelle chair, dans une certaine mesure. Si on pose cette idée que les trois jalons les plus, pour moi en tout cas les plus importants, sont Vidéodrome, Existence, et puis pour le coup les crimes du futur. Donc je pense que c'est un besoin de faire un bilan sur pas mal de choses, d'essayer d'avoir un regard un petit peu rétrospectif sur toute sa carrière. Parce que là, pour le coup, Viggo Mortensen n'a jamais autant ressemblé, même physiquement, à Cronenberg. C'est un artiste performeur, c'est un artiste qui expose des tripes, qui expose l'intérieur du corps, qui fait, je crois que j'avais déjà dit, hein, pour moi, la définition du gore, c'est l'extériorisation de l'intériorité. Et donc, il y a cette idée-là où il va, le performeur qui est joué par Viggo Mortensen, c'est typiquement l'alter ego de Cronenberg ici. Un petit peu, c'est pas la première fois que Cronenberg le fait, hein, par écho à Crash, ça marche aussi, puisque dans Crash, le personnage d'Elias Koteas, c'était aussi dans une certaine mesure l'alter ego de Cronenberg, qui mettait en scène ce couple un petit peu perdu à la dérive, comme Cronenberg mettait en scène aussi ses personnages mettant en scène le couple. Donc je pense qu'il y a tout ce jeu-là de miroir qui est continuel. Et je trouve que là, pour le coup, je pense qu'il y avait ce besoin aussi de se questionner sur sa propre manière de faire de l'art, sa propre manière de penser l'art et l'art en lien avec le corps aussi, la recherche artistique, la quête artistique. Et il le fait passer par ce personnage qui est interprété par Viggo Mortensen et qui physiquement aussi, comme je disais tout à l'heure, ressemble énormément. Il a ses cheveux blancs, cette coupe très très courte, qui ressemble énormément à Cronenberg. Mais ces tumeurs artistiques que tu évoquais, est-ce que c'est lié aussi à une possibilité de regarder cette fameuse société du spectacle? Comme d'ailleurs, comme il était question aussi à degré moins dans Vidéodrome, mais aussi dans Existence. Et dans Maps to the Stars d'ailleurs aussi. Et dans Maps to the Stars. Alors, mais dans Maps to the Stars, pour le coup, on est vraiment dedans. Je veux dire, il n'y a pas de. Voilà. Mais est-ce qu'il y a de cela aussi? Oui, parce qu'il y a une séquence moi, que je trouve très chouette sur ce plan-là, qui est très très brève, et qui, pour le coup, était dans l'abondance. Il y avait ce personnage dans l'abondance un peu étrange, avec des oreilles absolument partout sur le corps, et qui avait ses yeux et sa bouche cousue. Et qui fait une performance de danse en fait à un moment donné dans le film, sauf que plutôt que de voir en fait la performance de danse, on est dans les coulisses et on voit en fait le personnage de Viggo Mortensen qui discute. Alors, je ne sais plus le rôle exact de la femme avec qui il discute, mais il discute avec elle et elle lui explique que finalement ce qu'il est en train de faire le mec sur scène, c'est que de l'esbrouf. Finalement, il n'y a que 2 oreilles qui fonctionnent, le reste c'est juste le packaging, c'est artificiel, c'est purement pour la démonstration. Et je ne sais pas si, dans une certaine mesure, il n'y a pas quelque chose là d'un petit peu la vision de Cronenberg du cinéma de maintenant, d'aujourd'hui, auquel il est confronté. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il fait un peu son Scorsese qui parle de Marvel, mais ce côté de dire finalement il y a énormément d'esbrouf et finalement pas grand-chose à l'intérieur. Là où pour le coup, le personnage de Viggo Mortensen, lui, expose véritablement son intérieur, pose ses tripes au sens propre comme au sens figuré sur la table et sur la scène. Je pense qu'effectivement, il y a véritablement un regard très critique, je pense assez désespéré, même si je trouve que le film est globalement assez optimiste pour Cronenberg. Je sais que j'ai lu 2-3 trucs à gauche, à droite, c'est assez mitigé, tout ça, il y en a qui pensent que c'est plutôt optimiste, d'autres plutôt pessimiste. Moi, je prends plutôt le parti le parti que c'est un film optimiste. Et ouais, je trouve qu'il y a cette vision un petit peu, un peu désespérée de cet art qui, pour lui, qui n'est plus dans la quête de quelque chose, qui n'est plus dans la recherche, qui est simplement dans l'esbrouf, dans la démonstration stérile, avec ce personnage qui est encore une fois très spectaculaire, qui est un petit peu, moi quand j'ai vu le film, c'est fondamentalement quand même ce visuel, c'est ce monstre qu'on retient, mais qui finalement, il n'y a pas grand-chose en fait, c'est vide. C'est très clairement dit dans cette séquence de dialogue où on a ce désespoir face à ce personnage-là qui finalement n'a que 2 oreilles qui fonctionnent sur l'intégralité des oreilles qui s'est greffée sur l'intégralité du corps. Est-ce que c'est très étrange ce que tu dis sur peut-être une vision assez désespérée d'un état des lieux du cinéma, de comment on fait le cinéma aujourd'hui. C'est très étrange parce que cette année-là, à Cannes, j'ai entendu James Gray, lors de la conférence de presse de son dernier film, dire à un moment comme ça que fut un temps, quand on parlait de franchise
c'était pour parler de magasins ou de marques. Aujourd'hui, on dit ça pour des films et il disait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a, c'était quand est-ce que ça a cloché. Scorsese auparavant dit ce qu'il dit sur Marvel, qu'il compare personnellement à juste titre comme un parc d'attractions. Et puis Cronenberg qui là récemment a sorti quelque chose qui a complètement heurté la sensibilité de beaucoup de mes confrères et consoeurs. Moi, je pense qu'il jouait avec ça. Je pense que c'était moqueur. Je ne le crois pas. Quand il dit « je ne vais plus dans une salle de cinéma depuis 50 ans ». Je pense que là, pour le coup, c'est du crack. Mais c'est pas possible. Mais voilà. Et puis maintenant, tu me parles de ça dans ce film. Et puis il y a d'autres films aussi, certainement, par exemple, un film comme The Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, ça ne le dit pas frontalement, mais le cinéma de Paul Thomas Anderson, aujourd'hui, c'est quand même un certain cinéma qui résiste finalement à l'aspect cultuel, pas culturel, mais cultuel de ce qu'on attend du cinéma. Donc, il y a de cela. Alors, c'est une parenthèse que j'ouvre, mais est-ce que tu sens qu'il y a beaucoup de cinéastes, dont Cronenberg, pour ce film-là, en l'occurrence, il y a comme ça aussi, non pas de dire ce que devient la société dans laquelle il vit, mais de dire plutôt ce que devient la société du cinéma. Je pense qu'il y a. Alors, c'est vrai que en repensant au film, moi je trouve que c'est un constat, je pense, de la part de quand même assez général quand même, parce que le film a quelque chose. Moi, je l'ai vraiment vu comme quelque chose de post-apocalyptique en fait, dans une certaine mesure, parce que c'est dans des décors toujours totalement délabrés. Il y a quelque chose de très kafkaïen aussi dans ces lieux avec des bureaux, avec une sorte d'étrange un peu société des mœurs, enfin nouvelle organisation des mœurs, je ne sais plus comment ils appellent ça exactement, qui ne renvoie finalement à rien. Donc il y a ce côté très kafkaïen, sur une sorte d'administration un peu obscure, un peu cryptique, donc on ne comprend pas le fonctionnement, mais qui quand même fait peser énormément sur les personnages. Mais ce que moi je trouve intéressant, c'est que tout est déliquescent en fait, tout a l'air de tomber en miettes. Il y a une sorte de constat, je trouve, assez terrible de notre civilisation en fait. Et c'est pour ça que je vois vraiment le film comme un truc très post-apo. Ça me fait beaucoup penser, je crois que j'en ai déjà parlé pour le coup avec toi sur ta chaîne, de combien je trouve qu'il y a du lien à faire entre Tetsuo de Tsukamoto et avec Cronenberg, qui Cronenberg d'avoir beaucoup aimé Tetsuo, il me semble, il en avait parlé. Oui, oui. Et il y a ce truc-là, en fait, où comme dans Tetsuo, on ne sait pas vraiment s'il y a une apocalypse, mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un truc, il y a un moment, il y a quelque chose qui s'est effondré. Et c'est pour ça que le lien avec la trilogie d'Apocalypse de Carpenter, je trouve qu'il y a quelque chose qui se tient entre les deux, en fait. Mais là où chez Carpenter, c'est quand même relativement spectaculaire, on voit cette apocalypse, elle est quand même présente, on la vit, même chez Carpenter, de manière différente selon les trois films. Là, pour le coup, je trouve que comme chez Tsukamoto, il y a cette apocalypse qui a déjà eu lieu, on sent qu'elle a eu lieu, qu'elle est très discrète, mais qui est présente et qu'on voit partout dans le décor, suinté de partout, comme si tout était en train de s'effondrer. Comme chez Cronenberg aussi. Comme dans le dernier Cronenberg, voilà. D'accord. Voilà, dans le dernier Cronenberg, c'est totalement ça. En fait, les décors sont toujours délabrés. Tout a l'air de la peinture est tout le temps écaillée. On dirait tout est laissé à l'abandon. On a souvent deux personnages dans des décors tout crado. La production design est très très dépouillée. En fait, tout est dépouillé. Et je pense qu'il y a un constat global en fait là-dessus, mais également sur le monde de l'art, je pense effectivement qu'il moque énormément dans le film. En fait, il y a quand même beaucoup. Ça fait partie des rares films de Cronenberg où il y a une sorte d'humour quand même assez clair et assumé en fait. Non seulement il tourne pas mal en ridicule on va dire les commanditaires de l'art en tant que tel. Alors il y a ce personnage un petit peu de Viggo Mortensen qui est un peu différent parce qu'il est Cronenberg pour moi. C'est une sorte de fantôme un petit peu qui semble errer en fait dans ces décors complètement délabrés. Il a toujours une capuche, il souffre tout le temps, il est souffreteux, il tousse tout le temps. On sent que dès lors qu'il parle, c'est un effort. Donc il y a ce personnage qui est vraiment une sorte de fantôme. Moi, il m'a fait penser à Nosferatu chez Murnau en fait, qui se promène dans ce décor complètement dépouillé. Ou ça m'a fait penser à l'expressionnisme allemand sur pas mal de points en fait, même au cabinet du Dr Caligari, moins exubérant évidemment. Mais il y a ce personnage qui erre en fait dans des décors très étranges. C'est pour ça que le film est très pictural. Alors c'est aussi ce qui a été critiqué, c'est très statique. Hein. Le film est quand même relativement très très statique, mais il y a une approche très très picturale de représenter des peu de personnages dans des très grands décors délabrés, qui me font encore une fois
qui me font penser, voilà, cette image d'une société en pleine mutation, mais au sens en pleine déliquescence, destruction. Même si le film, à terme, en fait, pose une note d'espoir pour moi, et qui est plutôt intéressante, puisqu'il prend un petit peu à rebrousse-poil la question du transhumanisme, et ça, je trouve ça intéressant aussi. Mais j'ai peur de spoiler, donc... Là, pour le coup, d'habitude, je te dis souvent, je m'en fous, fais ce que tu veux. Mais c'est vrai que là, pour le coup, étant donné que je ne l'ai pas vu. Voilà, c'est ça, j'essaie d'éviter. Non, mais peu importe. Non, c'est vrai que je ne suis pas forcément, comment dire, ça me dérange pas. Non, ce qui me dérangerait, c'est de me spoiler sur la mise en scène. Là, je dirais, quand même, c'est contestable. Non, mais la question que je voulais te poser, c'était, oui, effectivement, par rapport à cette direction artistique que j'ai entendue un peu ici et là. Pourquoi, selon toi, elle a une importance très forte, cette direction artistique, beaucoup plus dans ce film que dans les autres films de Cronenberg? Par le biais des objets, par le biais des décors, par le biais de tout. Pourquoi elle a beaucoup plus d'importance? Moi, je trouve que ce qui marche très bien dans le film, pour moi, il y a une vraie dichotomie qui joue dans la DA, en fait. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté ce monde qui est futur, parce qu'on a quand même cité des crimes du futur. Alors, effectivement, c'est un futur qui est quand même très proche. On sent que c'est demain. Ce futur-là, ce que notre Cronenberg, c'est quand même demain. Mais on sent que voilà, on est dans quelque chose de très moderne, dans de la pierre, dans de l'inerte, dans un pierre sale qui s'effrite, etc. Et c'est intéressant que la modernité, en fait, soit montrée au travers des éléments biologiques, en fait. Et ça, je trouve ça relativement, voilà, où on a presque une sorte de rapprochement, de réconciliation avec la nature, avec le corps. Parce que c'est un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est vrai, dans le synopsis que j'ai essayé vaguement de poser, qui est l'idée, effectivement, que les personnages n'ont plus de souffrance. Et ça, je pense que c'est important aussi, c'est-à-dire que les personnages dans le film, et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de faire ces auto-chirurgies, c'est qu'ils n'ont pas de souffrance. La souffrance, ils ne la ressentent plus. Et c'est le lien que je pourrais faire aussi avec Tsukamoto. Tsukamoto veut dire qu'il faut un retour au corps pour retrouver principalement dans un premier temps sa souffrance, et que c'est par ce prisme de la souffrance que la société déshumanisante et déshumanisée nous a enlevés, qu'on va reprendre contact avec notre corps et réapprendre à vivre, et pouvoir, pourquoi pas, à terme être heureux. Et donc, pour le coup, c'est reprendre contact avec nos contingences, etc. Et par le prisme de la souffrance. Et là, c'est exactement la quête pour les personnages, c'est une quête de souffrance avant tout, pour pouvoir retrouver contact avec son corps. Et je trouve que justement, ça c'est un truc qui se révèle énormément dans la DA, en fait, où on a d'un côté cette modernité, ce côté culturel, en fait, qui sont les murs, la pierre, etc., les bâtiments, d'un côté, mais qui finalement, eux, paraissent ce qui paraîtrait être le plus moderne, finalement, le plus humain, le plus culturel, semble complètement s'effriter, disparaître, sombrer complètement. Et de l'autre côté, on a finalement la modernité qui est représentée parce qu'il se rapproche le plus du corps, le plus de ce qui est concret, le plus de ce qui est charnel, en fait. Et je trouve ça intéressant finalement de renverser. On a plutôt tendance à poser l'ultra-modernité dans tout ce qui est dans l'ultra-culturel, dans tout ce qui est de l'ordre fondamentalement de l'artificiel, fondamentalement. Et là, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que on a vraiment cette idée de retour au corps. Tout ce qui est moderne est beaucoup plus corporel, charnel. Mais c'est assez propre un petit peu chez Cronenberg. Il y avait aussi ça dans Existence aussi. On avait ce retour au corps continuel. Et tout ce qui est finalement en déliquescence, prêt à disparaître, qui amène à une sorte d'apocalypse, c'est tout ce qui semblerait, pour le coup, les éléments les plus humains au sein de tout ça. C'est finalement, dans une certaine mesure, la nature qui reprend ses droits, pas la nature au sens large, notre nature, notre corps, etc. À plus forte raison, puisque le film nous dit quand même, au bout d'un moment, pour rester très flou et un peu cryptique, que finalement, notre corps, c'est pas tant à nous de faire attention à ce qu'on est en train de faire sur ce qui nous entoure, c'est notre corps qui naturellement va s'adapter à l'environnement qu'on se crée nous-mêmes. Et ça, je trouve ça intéressant. En fait, encore une fois, cette idée de retour au corps, de renversement du truc, de retour fondamental. C'est un peu ce qu'on trouve chez Hans Jonas, parce que c'est toujours un peu les mêmes questionnements, de la question du principe de responsabilité. Principe de responsabilité chez Jonas, c'est dire de toujours envisager le pire dans notre création technique, parce que coûte que coûte l'éviter. Et pourquoi pas faire avancer la technique pour nous prémunir contre la technique qui pourrait nous poser problème. Là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que Cronenberg te dit non, en fait, il n'y a rien à faire, c'est notre corps qui va s'adapter. On crée notre environnement et on crée nos conditions de vie et le corps va suivre. Et c'est fondamentalement ce qui est posé dans la toute première séquence où on voit cet enfant manger un morceau une poubelle en plastique. Et ça, mais voilà, là, je reste très cryptique parce que là, je sens que je vais spoiler des trucs et j'ai pas envie. Comme tu ne l'as pas vu. Alors, il y a un élément comme ça, une espèce de transition sur ce que tu racontais du corps, mais j'ai envie d'aller encore plus loin.
dans son article, Josué Morel pour le site Criticat, dans son article, il dit que le cinéma de Cronenberg n'a au fond jamais raconté qu'une seule chose, il n'y a pas d'autre vérité que celle du corps, et cette vérité s'appréhende avant tout par le truchement de la sexualité. Mais toi, tu me disais que dans ce film-là, cet aspect de la sexualité, n'était pas si évident que ça, que dans les précédents films qu'il ait pu réaliser avec ce rapport au corps. Donc, le film déborde de sexe, en fait, continuellement. Mais contrairement, voilà, je prends un exemple peut-être extrême, mais contrairement à Crash, où Crash était très explicite, mais finalement, en fait, quand j'y réfléchis, le sexe n'a jamais été forcément très explicite. Je crois bien, j'entends, en fait, on ne montrait pas de manière directe des scènes de sexe, à l'exception de Crash, qui est quand même certainement le plus graphique, on va dire, sexuellement. Oui, c'est vraiment très clairement. Mais Cronenberg, ça a toujours débordé de sexe partout. C'est-à-dire que c'est fondamentalement suscité par tout un tas d'éléments, par une ambiance, par une tension entre les personnages, et puis par tous ces éléments en fait qu'on va ajouter au corps. C'est-à-dire que la relation entre la chair et le métal chez Cronenberg est toujours fondamentalement sexuelle en fait. Donc je trouve que en fait, ce qui est intéressant, c'est que le film, il y a une séquence qui est intéressante où il y a le personnage de Kristen Stewart, que moi je trouve très bien dans le film. Je sais qu'elle a été beaucoup moquée à gauche à droite. Moi je trouve qu'elle est très bien dedans. Alors c'est vrai que son personnage a un enjeu très particulier qui fait en fait. Le film me fait beaucoup penser sur ce point-là au Festin nu, c'est-à-dire tu verras quand tu découvriras le film, il y a tout un fond de complot. Il y a un fond d'un personnage undercover un petit peu, et ça fait référence, je pense, immédiatement aussi aux Promesses de l'ombre aussi, où il y avait un personnage undercover aussi. Et il y a toute cette séquence-là, pour le coup, il pourrait y avoir entre Kristen Stewart et Viggo Mortensen. Elle est fascinée par lui. Au début, elle est d'ailleurs plutôt vraiment sur la réserve avec ce qu'il fait. Elle va venir voir pour la première fois une de ses performances et elle va soudainement être prise d'un irrépressible désir pour lui. Ce qui est assez chouette, il y a une séquence où elle essaie de lui sauter dessus, qui est un acte. Et il y a une tension sexuelle dans cette séquence-là. Alors, je ne sais plus, je vais peut-être te dire une bêtise, je ne sais plus si c'est un panoramique latéral ou si c'est un travelling latéral, je ne sais plus si la caméra bouge ou pas, ou si elle est fixe et qu'elle fait son panneau. Mais ils sont dans une pièce, il y a un plan relativement serré, cadré sur eux deux. Lui est en bord de cadre, elle s'approche de lui, elle veut l'embrasser, mais lui ne cesse de reculer, donc la caméra suit. Et il se retrouve en butée à un moment donné, elle va l'embrasser et lui, il arrête immédiatement. Et je pense que c'est le seul moment finalement où il y avait quelque chose. Et c'est à ce moment-là où le personnage de Viggo Mortensen dit « Je ne sais plus faire l'amour comme à l'époque », puisque là, c'est clairement posé dans le film que on ne fait la sexualité, la chirurgie et le nouveau sexe, ça marche très bien, puisqu'il n'y a plus de sexualité par les anciens moyens. C'est pour ça d'ailleurs que ça m'a fait penser, ça m'a fait marrer sur le film. Je sais évidemment, je crois que je l'ai dit dans le podcast, je l'ai mis sur ma chaîne. Mais moi, c'est un truc qui m'est venu immédiatement, j'ai pensé, alors c'est terrible, parce que je pense que Cronenberg n'a absolument pas passé à ça, mais ça m'a fait penser à Demolition Man, parce que j'aime beaucoup Demolition Man. Quand Stallone se rend compte que dans le futur, on ne fait plus l'amour comme avant et on fait tout en VR. Et cette séquence-là a fait écho à ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait marrer. Quand Stallone se retrouve à vouloir coucher avec la nana qu'il vient de rencontrer et de se rendre compte quand elle lui propose de faire l'amour, c'est juste virtuel. Et voilà, il y a ce moment-là où je trouve Viggo Mortensen dit je ne sais plus faire l'amour comme avant. Et finalement, le sexe ne passe que par ça. Donc, c'est-à-dire que le sexe, il est continuellement là, puisque finalement, tous les moments en fait de chirurgie sont filmés comme des séquences de sexe en fait. Les personnages sont dans une forme d'épiphanie sexuelle en fait à chaque fois qu'ils sont en train de se faire couper, lacérer par les bras mécaniques et insectoïdes. Mais finalement, en tant que tel, on n'en voit pas. Il n'y a pas d'acte sexuel véritablement consommé dans le film. Ou en tout cas, je veux dire par les voies de l'ancien temps, comme il l'appelle. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Mais voilà, le problème, que ça a toujours été le cas, en fait. Pour moi, il y a toujours cette relation profondément sexuelle et charnelle entre la chair et son autre, et son altérité radicale, qui serait la technologie, la technologie, qu'elle soit d'ailleurs abstraite, ou qu'elle soit concrète d'ailleurs, que ce soit les éléments mécaniques véritablement, ou l'abstraction des éléments, des théories de Marshall McLuhan, par exemple, en Vidéodrome. Il y a une interpénétration, en fait, de tout ça. Je t'avais demandé en amont, je t'ai demandé s'il était possible d'insister sur deux séquences qui t'ont intrigué. Pas forcément des séquences qui te plaisent énormément, mais vraiment deux séquences qui pour toi sont peut-être représentatives de la mise en scène utilisée par Cronenberg dans ce film, dans ce 22e film. Et voilà, j'aimerais bien t'écouter sur ces deux séquences. Donc n'hésite pas à spoiler. Moi, peu importe pour le coup. Là, je suis curieux.
Bah, après, en tant que tel, moi, j'ai pas, à l'échelle de séquence, c'est compliqué parce qu'en fait, je trouve encore une fois que le film est très statique. Alors, comme je te disais, Ah, pardon, quand tu dis statique, qu'est-ce que cela veut dire exactement? c'est-à-dire qu'il y a vraiment des moments où on est dans une approche très très picturale de la part de Cronenberg. Il pose, et c'est-à-dire qu'il a composé un plan. Hmm. Il y a ce plan qui il me semble est dans la bande, je crois, hein, où Viggo Mortensen est allongé sur une sorte de sofa ou de divan. Et il a à côté de lui, pour le coup, je crois, il est assez doux d'un côté et Kirsten Stewart de l'autre côté. Ouais. Et il est comme elle, finalement, elles sont à son chevet toutes les deux, puisqu'il sort d'une performance artistique à ce moment-là. Il est épuisé parce que c'est quand même fatigant pour lui. Et elles sont toutes les deux à son chevet. Et je trouve que voilà, quand on voit le plan large qui est posé, en fait, cette séquence-là, avec les gens qui sont un petit peu autour, les gens qui ont assisté et qui bougent, mais finalement de manière assez peu perceptible, parce que c'est plutôt une situation de cocktail d'ailleurs qui est derrière, donc les gens sont assez figés. Il y a quelque chose de très pictural en fait. Il y a vraiment cette volonté, je trouve, dans celui-là, de poser des tableaux en fait. Il y a vraiment cette idée où il enchaîne tout un tas de tableaux. D'ailleurs, le plan final, qui est un plan noir et blanc, qui est absolument magnifique, sur une larme qui coule au ralenti sur le visage d'un personnage, sans en dire trop. Euh, je trouve que c'est magnifique. C'est encore une fois extrêmement pictural en fait. Il saisit vraiment des instants figés dans le temps. C'est intéressant que le film finalement soit dans une sorte de non-temps et quasiment de non-espace. On ne sait pas vraiment où on est, on ne sait pas vraiment quand on est. Et il y a cette idée voilà, de figer des instants et de les extraire de la temporalité. Et je trouve qu'il y a plein de moments comme ça en fait qui sont suspendus. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très statique. Mais il y a quelques moments justement où ça bouge. Et en fait, c'est intéressant quand la caméra bouge, quand il y a véritablement des mouvements de caméra. C'est vraiment, ils ont vraiment du sens en fait. Je trouve que c'est intéressant parce que quand il choisit vraiment de bouger véritablement, il y a un Hmm. sens très précis derrière. Je trouve que justement, alors je sais plus encore une fois, vous me corrigerez peut-être en commentaire si c'est un panneau ou un travelling, parce que n'ayant vu qu'une fois, j'ai du mal à me souvenir exactement. Mais on va dire un chassé-croisé entre Kristen Stewart et Viggo Mortensen dans cette pièce où elle essaie de l'embrasser. Je trouve que c'est un plan qui est très très beau et qui vraiment nous fait pleinement nous mettre dans l'état d'esprit du personnage de Viggo Mortensen qui se trouve acculé, qui se retrouve complètement démuni parce qu'il ne sait plus faire ce truc-là, qui est la sexualité fondamentalement. Et je trouve ce plan-là vachement signifiant et très très fort en fait. Et on sent véritablement cette pression qu'elle lui pose en fait à vouloir, et qui est d'autant plus intéressant dans l'évolution du personnage de Kristen Stewart, encore une fois, qui a finalement une conclusion d'arc qui est une non-conclusion quasiment et qui est très bizarre. Cette séquence-là, pour en parler, c'est sa conclusion, véritablement. Euh, et je trouve que c'est très étrange cette manière qu'il a voilà, de bouger sa caméra à certains moments, mais de rester. Hmm. Et c'est pour ça que pour moi, ces plans sont d'autant plus signifiants. Il y a des moments notamment aussi de chirurgie, en fait, de performance, où il y a beaucoup de travelling en plongée sur le cercueil. Pour le coup, j'ai appelé ça cercueil, mais c'est pas véritablement un cercueil. J'ai dit tout à l'heure Sark. voilà, le sarc, où on voit donc on a des travelling qui montent le long du sarc, on voit la porte, une sorte de porte s'ouvrir pour laisser accéder, et on voit les bras sortir, avec des effets spéciaux très étranges qui sont très. Moi j'aime beaucoup ça aussi pour le coup, pour revenir sur les séquences. Je trouve qu'il y a des effets spéciaux qui sont très artificiels. Il y a deux manières de travailler l'effet spécial dans le film que je trouve assez chouette. Il y a tout ce qui est très très charnel, c'est-à-dire il y a ce fauteuil notamment qu'ils utilisent pour manger, qu'on voit aussi dans la bande-annonce. Ils ont une sorte de fauteuil une sorte d'agrégat, c'est un truc très étrange, c'est très, très charnel aussi, qui Mhm. soutient les personnages et qui vibre pour les amener à mâcher, pour qu'ils aient la meilleure mastication et digestion possible. Donc ils mangent sur une sorte de fauteuil de chair, presque encore une fois biomécanique, parce que je trouve qu'il y a des trucs très guiguriens. Il y a ce lit aussi qui permet d'avoir un très bon sommeil, qui est raccordé une sorte de tentacule au plafond, et qui, pareil, a un côté très guigurien. Et puis il y a ce scaphandre, ce sarc avec les bras insectoïdes, qui je trouve être assez chouette visuellement aussi, parce qu'il y a du numérique, mais du numérique mal branlé. Et je trouve que c'est intéressant, parce que ça rend une vraie étrangeté. Je pense que c'est véritablement une note d'attention de la part de Cronenberg. Il y a du numérique, mais ça a une sorte d'aspect presque de stop motion, et ça fait un truc assez bizarre. Et c'est très étrange, et ça marche très bien en fait, parce que et à côté de ça, on a ce numérique un peu crado, un peu mal foutu, mais je pense volontairement mal foutu. Et autrement, il y a ces plans sur le coup sur les viscères où le ventre du personnage de Viggo Mortensen est ouvert et dans lequel on voit ses bras les farfouiller pour retirer l'organe en trop, et qui sont pour le coup très cliniques et qui ramènent vraiment, parce que je trouve que le film est pour le coup c'est un film qui m'a beaucoup touché. Je trouve qu'il est assez touchant. Il y a quelque chose, il y a une vraie poésie qui émane du truc. Macabre, certes, mais une vraie poésie qui émane de ça. Et en même temps, il y a ces moments, effectivement, où pendant les performances, Cronenberg est très objectif. Sinon, il reprend ce regard assez clinique qu'il a quand il filme ces trucs-là. C'est pour ça que je trouve le film assez peu choquant, en fait. Cronenberg avait dit, je crois, il s'attendait à ce que les gens sortent de la salle.
pendant la projection à Cannes. Je crois qu'il y a quelques personnes qui sont sorties, pas grand monde. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que c'est véritablement parce qu'ils ont été choqués? Moi, je trouve le film très peu choquant. Moi, il m'a pas du tout. Moi, ça m'a pas particulièrement choqué parce que je trouve qu'il a ce recul très clinique sur les choses, ce regard très objectif, ce point de vue très objectif qui fait que moi, j'ai du mal en fait à être choqué par ce que je vois. Il expose une opération. Je trouve que c'est moins choquant. Tu es moins impliqué émotionnellement dedans. Donc finalement, il y a quelque chose de très abstrait en fait dans cette version. C'est pour ça que le film n'est pas réellement pour moi du body horror. On a dit que c'était il y a pas mal qui ont posé qui dit que c'était un retour au body horror. Moi, je trouve que c'en est un quand même parce qu'il revient véritablement au corps et au viscère. Mais il a toujours, pour le coup, et pour revenir à cette question un petit peu de synthèse de tout ça, c'est le body horror, mais par le Cronenberg qui arrivait à son 22e film et qui a fait une escapade par du cinéma très intellectuel. Donc il a une approche du corps, des viscères, qui n'est pas viscérale comme ça l'était avant, mais qui de fait est d'emblée en fait cérébrale. Je dis pas que Cronenberg, je pense qu'il est suffisamment cérébral pour avoir poussé dans ses films précédents la viscéralité au maximum. Je pense qu'il fait qu'un film comme Chromosome 3, qui est un pur film d'horreur et d'exploitation, ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'il a une radicalité intellectuelle quand même, qui fait qu'il va jusqu'au bout de son truc. Mais il l'exprime dans le cinéma. Mais c'est quoi? Elle se traduit pas. Ce serait quoi cette radicalité intellectuelle? Parce que j'ai entendu ici, là, souvent le mot obsolète, et je me dis que beaucoup de gens, voilà. Est-ce que toi qui appelles ça cette radicalité intellectuelle, est-ce que c'est ce que eux appellent le fait que ça soit trop obsolète? Et ce serait quoi alors cette radicalité intellectuelle? Là, je trouve que la radicalité intellectuelle fonctionne beaucoup moins dans les crimes du futur que comme ça fonctionnait dans La Mouche, comme dans Vidéodrome ou dans Chromosome 3. Parce que je prends les trois qui, pour moi, sont les plus importants, on va dire. Je trouve que Cronenberg allait aussi loin qu'il fallait aller. Il savait où aller. C'est-à-dire qu'il a son idée de base, qui est fondamentalement une idée viscérale, une expression gore, du travail du corps, etc., de ses aberrations, des abjections, tout ce qui en ressort, de sa purulence, etc. Donc, pour prendre l'exemple de La Mouche est très viscérale, c'est un film qui est fondamentalement émotionnel, c'est une histoire d'amour absolument magnifique et qui principalement travaille sur les émotions. Mais je pense que pour aller aussi loin dans ce qu'il est allé, émotionnellement, il a une radicalité intellectuelle, c'est-à-dire qu'il a réfléchi à tout ça, il a réfléchi au maximum pour pouvoir aller le plus loin possible. Par contre, quand il le fait au cinéma, quand il le traduit dans le film, ça ne se traduit pas par quelque chose d'intellectuel, ça ne se traduit pas par des concepts, mais ça se traduit par une émotion. Mais pour aller aussi loin dans l'émotion, il faut avoir pensé très radicalement sa démarche émotionnelle. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est très très clair et d'ailleurs c'est très très clair parce que j'ai une question là-dessus. Si on devait lui trouver un équivalent dans la littérature de ce genre, est-ce que quelqu'un comme Edgar Allan Poe serait oui. D'accord, donc c'est très clair. Ouais, d'accord, ok, je vois très bien ce que tu veux. Parce que je trouve, par exemple, le comparer à un Lovecraft, parce que Lovecraft, pour moi, par exemple, c'est très conceptuel, c'est très abstrait quand même, Lovecraft. Pour moi, c'est un. Alors, ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose de très sensitif, parce chez Lovecraft, on ressent quand même les choses de manière très viscérale, dans une certaine mesure. Mais je trouve qu'il y a une démarche, c'est très personnel, mais je trouve que j'aime énormément Lovecraft. Et pour moi, c'est un fabricant de concepts. C'est un fabricateur de concepts. C'est un fabricateur de mythologie. Il y a quelque chose de très pensé qui fait qu'en fait, quand on lit Lovecraft, pour moi, c'est pas tant viscéral en fait. Je trouve le vertige n'est pas tant viscéral que fondamentalement intellectuel. Il y a quelque chose de ça. Et chez Poe, je trouve que le vertige est viscéral, je trouve. Beaucoup plus que chez Lovecraft. Mais j'aime beaucoup les deux en fait. Dans les deux cas, je trouve ces deux propositions qui se complètent très très bien. Et je trouve que là, pour le coup, dans Les Crimes du futur, alors, je savais que j'ai pas dit vraiment mon avis. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup quand même. J'ai vraiment beaucoup apprécié le film. On l'avait compris. Voilà. Au cas où. Enfin, je l'avais compris en tout cas. C'est bien. J'ai pas trahi trop mon idée. Mais dans le fond, voilà, je trouve que c'est le problème du film. Et je trouve que c'est un film qui manque de radicalité. Voilà. Pour moi, mon problème, c'est que je trouve qu'il manque de radicalité dans la viscéralité. Je trouve qu'il manque de ce qu'il y a dans La Mouche, il manque de ce qu'il y a dans Vidéodrome, il manque de ce qu'il y a dans Chromosome 3, où le mec est vraiment vicelard, et il y a une vraie approche extrêmement vicieuse du corps. Là, pour le coup, à l'exception d'un truc, mais qui pour moi en fait est plus là pour choquer le bourgeois à Cannes que pour autre chose, qui est de faire l'autopsie d'un enfant. Voilà, moi je pense qu'effectivement ça peut choquer le bourgeois qui est à Cannes,
et qui l'année dernière a été choqué et sorti quand il a été voir Titane en disant c'est intolérable, etc. Non, non, Titane, ça se regarde totalement, faut pas non plus déconner. Mais ça choque, ça choque la vieille bourgeoise à Cannes. Donc finalement, je pense que c'est une satisfaction peut-être de la part de Cronenberg, peut-être. Ou les critiques, ou une forme, ou l'aristocratie de la critique de cinéma française. Voilà. Qui très souvent est... Bon, bref, on va pas citer des noms, mais c'est vrai que c'est... Après, un enfant qui se fait tuer, ça, Carpenter nous l'avait habitué. Et encore, je pense même à... Je crois que c'est Mervyn LeRoy, dans les années 50 ou 40, il y avait un film... Bon, je me souviens plus du titre. Bon, mais je pense même à des films, tu vois, comme... Voilà, il y a plein de films comme ça. Donc, voilà, comme Quien puede matar a un niño de Narciso Ibáñez Serrador, avec ses gosses complètement tarés sur une île, et on n'hésite pas à tuer de l'enfant aussi, quoi. Mais je pense que finalement, je pense que Cronenberg, il y a quelque chose de provoque dans le film. Je trouve que justement ce côté provoque fonctionne pas des masses, mais en même temps, je suis plutôt content parce que je me dis heureusement, le film ne fonctionne pas que sur sa provoque un petit peu. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est pour ça qu'à terme, je trouve que c'est un film vraiment touchant en fait, parce que pour moi, c'est un film où Cronenberg part de lui sans forcément que ce soit une sorte d'ego trip, parce qu'il y a quand même vraiment l'idée de poser un univers, d'aller même d'être humble par rapport à ses propres questionnements. C'est-à-dire que Cronenberg ne dit pas « ça y est, j'ai mes certitudes, j'ai cherché, je suis en quête et j'ai cherché quelque chose et j'ai atteint ce but-là et je sais maintenant ». Non, il remet en question tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, il remet en question les questions qui s'étaient posées et il se pose comme le personnage qu'interprète Viggo Mortensen, en humble artiste en quête de quelque chose. D'ailleurs, il ne sait pas vraiment de quoi il est en quête. Mais c'est intéressant, et puis il se questionne même sur quand le personnage de Viggo Mortensen à plusieurs moments se pose des questions sur sa propre pratique artistique, en se posant les questions aussi, pourquoi j'expose ça, pourquoi j'expose des viscères, pourquoi j'expose ça comme ça. Et moi, pour moi, j'entends pleinement Cronenberg derrière ça, puisque la réponse de Viggo Mortensen, il me semble assez... Mais j'ai vu qu'une fois, donc moi c'est ce que j'ai retenu en tout cas. Il dit pourquoi je montre ça, je montre peut-être pas ça pour le montrer, mais pour nous mettre en garde. Et je pense que fondamentalement, ce truc-là, sur les modifications qu'on est en train de subir, etc., eu égard à notre environnement, et je pense que Cronenberg, c'est ça aussi dont il nous parle, c'est pas tant exposer des viscères pour exposer des viscères, mais pour nous mettre en garde sur certaines choses. Et je trouve ça intéressant, et j'aime cette démarche finalement assez humble, qui n'est pas simplement 2 heures d'autocitation. Pour moi, il n'y a pas ça. Et je pense que même, c'est pas de l'autocitation, je pense que... Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti aussi en voyant le film, j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte de Cronenberg Cinematic Universe, on aime bien dire ça en ce moment, où j'ai eu l'impression, une impression purement intellectuelle, que dans le film, tous les films de Cronenberg pourraient se passer dans le même univers. C'est très étrange parce que dans les faits, c'est absolument pas le cas, mais je trouve qu'il y a c'est une cohérence finalement. Hein. Il y a une cohérence absolue de son univers qui fait que même si les histoires sont à différents moments, on ne sait pas vraiment où, quand, comment, ça pourrait se passer au même endroit. Les questionnements sont les mêmes. On a l'impression que c'est le monde de Cronenberg est un monde qui est régi par des lois totalement communes, même si on parle de différents éléments, de différents endroits, de différents personnages, à différentes époques. Ça pourrait, pour moi, se passer... finalement, ça se passe dans le monde de Cronenberg et son imaginaire, mais je trouve qu'il y a une vraie cohérence que nous, spectateurs, on ressent. Et je trouve ça vachement intéressant. Et ben, on va aller voir ce 22e film, et en tout cas, ça donne très, très, très envie de découvrir ce film-là. Merci beaucoup, Romain, de nous avoir donné quelques bribes comme ça de réflexion, parce que tu l'as vu qu'une seule fois, donc j'imagine le jour où tu le reverras, ça va être encore plus intense, ça j'en suis persuadé. Je crois que je vais le revoir 5-6 fois. Hein. C'est fort probable. Et puis on te revoit, alors peut-être pas maintenant, peut-être à la rentrée, parce que j'aimerais bien qu'on se fasse non pas une émission, mais quelques émissions sur John Carpenter. Donc on va réfléchir à tout ça, on va se faire une semaine Carpenter. Voilà, c'est dit. Et tu n'as pas trop le choix. J'accepte ce Voilà, donc effectivement, c'est gravé. Donc on te retrouve à la rentrée. Alors, avec grand plaisir. Je sais pas, septembre ou octobre, on verra, parce que ça se prépare. On va réfléchir aussi peut-être à proposer à d'autres personnes de venir aussi en parler. Et en tout cas, on va se faire une bonne semaine Carpenter, et toi, nous deux, avec d'autres guests, et ça va être passionnant. C'est toujours un plaisir en tout cas de discuter avec toi, même si cette fois-ci c'était plus
j'étais plus écouté que discuté avec toi, vu que je n'avais pas vu le film, mais promis, cela ne se reproduira plus. Et en tout cas, sachez que dans le descriptif de cette vidéo, si vous avez envie de revoir certaines émissions auxquelles Romain a participé, il y a tous les liens. Je rappelle, on a fait une émission sur David Cronenberg, sur Dario Argento, sur The Prestige de Christopher Nolan et The Thing, pour le coup, de John Carpenter. Vous avez aussi le lien de la chaîne YouTube de Romain, qui est une chaîne très souvent réactualisée. Donc, il y a une production intéressante. Je vous invite à y aller, à l'écouter. C'est passionnant. Et encore une fois, on se dit, nous, à la rentrée. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Ben, merci à toi. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my